Moi et ma petite sœur, on était, vraiment, fusionnelles et toute la journée, j'ai eu: «Il faut absolument que je transmette ce message» et elle était à la maison, hein, c'est-à-dire rien ne prédisposait à sa mort. Elle m'a dit: «Je t'aime». Je lui ai répondu exactement la même chose et en fait, elle a eu son embolie, je pense, 30 minutes après. Je me suis dit: «C'est pas possible, qu'il existe rien». Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt, donc que le corps physique part? Mon mari me dit: «Bah, c'est marrant, moi, il s'est passé un drôle de truc aussi tout à l'heure» et il avait pris une photo, d'une entrée d'église dans la nuit. Il me donne la photo et là, tout d'un coup, j'ai été pris d'une tristesse et d'une douleur absolument horrible et je vois dans l'encadrure de la photo une espèce d'ombre blanche. Et là, j'ai commencé à pas me sentir bien du tout, du tout, du tout. Derrière, il y avait un énorme monument aux morts de la guerre 39-45. J'ai complètement paniqué. Sur la photo, l'ombre blanche avait complètement disparu. C'était absolument incroyable. Et là, j'ai fait bon. Là, je pense qu'il y a un message de fond. J'ai découvert qu'en fait, on avait plein d'avenirs possibles. Je pense qu'on a une certaine forme de destinée. Il y a des événements qui vont obligatoirement se passer dans notre vie. Comment est-ce que des événements difficiles peuvent servir aussi de catalyseur pour la croissance? La plupart des gens sont amenés à incarner une certaine mission. Et par contre, tu as le choix de le suivre ou pas. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Adeline Castel-Leprost. Adeline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup de l'invitation. Avant qu'on rentre dans tous les détails, j'aimerais bien que tu commences par nous parler un petit peu de ta vie avant ton ouverture spirituelle ou ton ouverture à tes capacités extrasensorielles. Est-ce qu'elles ont toujours été là ou est-ce qu'il y a vraiment eu un avant et un après? Et à quoi ressemblait ce avant? Alors, en fait, j'ai déjà eu pas mal de prémices, dans mon enfance, mais à l'inverse de pas mal de, on va dire de médiums ou de personnes qui sont très ouverts à la spiritualité, les premiers souvenirs que j'en ai sont vers l'âge de 11-12 ans, pas avant. C'est-à-dire que, j'en parle notamment, dans mon dernier livre, c'est vraiment les derniers souvenirs que j'ai extrêmement présents de clairaudience, qui se sont manifestés, mais qui bien sûr à l'époque, on ne mettait pas du tout, ces mots-là derrière. Ça faisait d'ailleurs plutôt peur. Moi, je suis issue d'une famille où, bah, la spiritualité est un peu quand même associée à la magie noire, très honnêtement. Donc on en avait un peu une vision, très négative, et j'ai baigné un peu dans ce truc-là. Donc déjà moi de base, j'en avais pas une bonne vision non plus, j'en avais peur, concrètement, parlant. Et donc du coup, j'ai commencé à avoir des premières, on va dire, manifestations auditives, ce pourquoi du coup, bah, j'ai dû aller voir un médecin, hein, concrètement parlant, parce qu'on a mis ça sur le compte d'angoisse. Angoisse nocturne, peur et cetera, et donc du coup, bah, j'ai été mise sous anxiolytiques, hein, très très honnêtement pendant un mois pour retrouver le sommeil et cetera, et de là, ça s'est complètement coupé. Donc ensuite, j'ai arrêté ce traitement-là, anxiolytique, ça a duré 3 semaines, 1 mois à peu près. J'ai recommencé ma vie, on va dire, d'ordre général avec, mes préoccupations, et en fait, ça s'est redéclenché, alors d'une manière un petit peu différente, ce qu'aujourd'hui on appellerait, des canalisations. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire sur mon carnet journal intime, j'avais, je dirais 15-16 ans à peu près, je me souviens plus exactement, j'avais à peu près 15-16 ans. J'ai commencé à écrire plein de réflexions, autour de la mort, de la vie, des guerres, des humains, et je ne sais pas d'où est-ce que ça me venait. C'est-à-dire que j'avais vraiment cet appel de l'écrire, et donc j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, et je me souviens très bien, j'ai voulu le montrer un jour à mon père, et mon père ne m'a pas n'a pas cru que c'était moi, en fait, qui avait écrit ça. Et donc ça m'a mis très en colère, et donc du coup, j'ai tout déchiré parce que j'ai été très vexée et voilà, dans mon estime, et donc du coup, j'ai dit: «OK, bah, puisque c'est comme ça, je n'écris plus, non plus», et donc j'ai remis ça de côté et donc j'ai continué pareil, mon bonhomme de chemin, et de là est arrivé, du coup, un événement, dramatique, qui est le décès de ma petite sœur, où là, j'ai eu l'impression, dans l'histoire, hein, vraiment que j'ai été, entre guillemets, qu'on m'a informée de son décès quelques minutes avant. C'est-à-dire que ma petite sœur a une embolie, pulmonaire, foudroyante suite à une opération, et en fait, toute la journée, juste avant qu'elle décède, j'avais une impression, donc c'est exactement la journée du 7 décembre, d'il y a maintenant, 14 ans. J'ai eu l'impression, en fait, qu'il fallait absolument que je lui transmette un message. Mais vraiment, ça m'a obnubilée, toute la journée.
Et toute la journée, j'ai eu il faut absolument que je transmette ce message, ça fait des années que je veux lui transmettre et donc ce message, c'était, que si un jour j'avais une fille, je l'appellerais comme son deuxième prénom. Donc son deuxième prénom, c'est Émilie et pourquoi? Parce que moi et ma petite sœur, on était, vraiment, fusionnels. C'est-à-dire qu'il y avait un amour entre nous, indescriptible, vraiment, que j'ai jamais finalement, reconnu, hein. C'est-à-dire que l'amour que j'avais pour ma petite sœur, c'était vraiment tout pour moi. On a partagé des moments absolument incroyables, à la fois dans la souffrance, mais aussi, dans la beauté. On s'est toujours tenus et je me suis dit vraiment pour lui rendre hommage, pour rendre hommage à cette relation, si j'ai une fille, un jour, je l'appellerai comme son deuxième prénom et ce truc-là, toute la journée, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Bon, et elle était à la maison, hein, c'est-à-dire rien ne prédisposait à sa mort, qu'elle est arrivée malheureusement d'une manière Mmh. extrêmement violente, dans la nuit, enfin le soir même et donc du coup, je me souviens très bien, je suis rentrée chez moi, je lui ai dit: «Il faut absolument que je lui dise». Je lui ai envoyé ce message, elle m'a répondu tout de suite après, elle m'a dit: «Oh, je suis trop heureuse, merci», comme mon deuxième prénom. Elle m'a dit: «Je t'aime». Je lui ai répondu exactement la même chose et en fait, elle a eu son embolie, je pense, 30 minutes après. Donc déjà là, ça m'a reconnectée à une certaine forme de spiritualité. Je me suis dit: «C'est pas possible, qu'il existe rien». Je veux dire à un moment donné, il ça fait plusieurs fois que tu as des signes quand même de manière extrêmement récurrente. Il faut que tu ailles creuser cet instant-là, surtout que juste après, je suis tombée enceinte, 2 mois et demi après, son décès et c'était une fille, bien évidemment. Mmh. Et donc en fait, c'est là où a commencé ce chemin-là, vers le monde, on va dire, invisible et bien sûr, c'était que le début du chemin. Je veux bien qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu nous parles de ce premier épisode où tu as entendu des voix. Concrètement, comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as entendu? Comment est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que tu as tout de suite su que ça venait pas de toi? Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, donc c'était pas des voix, je précise, c'est que j'avais l'impression d'entendre marcher autour de moi. C'est-à-dire que vraiment, j'avais l'impression d'une présence et que ça marchait autour de moi et j'entendais, hein. C'est-à-dire que j'avais, un espèce de lino, je sais pas si tu vois ce que c'est sur Mmh. mon sol de chambre et en fait, j'avais vraiment cette impression qu'il y avait quelqu'un qui marchait sur le lino. C'est un bruit très spécifique, tu Mmh. sais, ça fait des espèces de bruits de pas qui collent, en fait et je l'entendais à chaque fois autour de moi et je me suis dit: «Mais c'est pas possible» et en plus, ça se manifestait d'une drôle de manière. C'était à chaque fois, que j'allumais la lumière. C'est-à-dire, c'était pas dans le noir. Dès que j'allumais la lumière, j'entendais ça. J'éteignais, ça s'arrêtait. J'allumais et je me suis dit: «Mais» c'est quand même très étonnant et ça m'a fait faire, mais des nuits blanches pas possibles. Je savais pas mettre de mots là-dessus. Personne ne m'avait rien expliqué. Donc oui, bien sûr, ça me faisait peur, mais j'ai cru à un moment donné, je me suis dit: «C'est pas possible, je suis en train de devenir, folle, quoi. Il y a un problème». Sauf que ça se manifestait, chaque nuit, toujours de la même manière et puis j'avais cette impression de pas vraiment, qui s'en allait, quoi et qui revenait, qui tournait autour et puis je me sentais pas bien du tout et bah, j'ai passé bien sûr quelques nuits blanches, hein. C'est-à-dire qu'à 12 ans, quand on entend ça, et qu'il y a personne qui nous rassure autour de ça, Mmh. bah, on fait avec ce qu'on a. Étant habituée en plus à un mode un peu survie, de par mon enfance, bah, je suis restée dans mon lit, comme ça, prostrée, vraiment. Mmh. Je me souviens même, pour essayer de comprendre, j'allais en dessous le lit. C'est-à-dire que je regardais en dessous le lit, je regardais de partout s'il y avait pas quelqu'un qui me faisait une blague. Je commençais à me raconter des histoires pour essayer de trouver un sens, ce qui est très logique. En fait, le cerveau fonctionne comme ça. Quand il ne comprend pas quelque chose, ça va tourner jusqu'à temps qu'il trouve une réponse et j'en avais pas. Donc c'est là où à un moment donné, j'en ai parlé à mon père qui pour le coup m'a plutôt cru, je pense, mais pareil ne savait pas trop mettre de mots, je pense par peur aussi, inquiétude et donc voilà et c'est comme ça que, bah, on a mis dessus l'étiquette angoisse. Et si on fait du coup un zoom en avant, donc tu as mentionné la mort de ta sœur qui a accéléré peut-être un éveil. Quel a été le point où, les choses se sont vraiment accélérées pour toi? Alors je m'en souviens très, très bien, parce que donc du coup j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis quelqu'un qui recherche beaucoup, qui analyse beaucoup, qui expérimente beaucoup avant d'essayer de parler d'un sujet et de le transmettre, ou tout du moins de l'effectuer dans mes séances. C'est hyper important pour moi parce que je veux pas qu'il y ait, 150 biais cognitifs, enfin voilà, c'est très important pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que, je continue d'apprendre la neuroscience, j'ai un côté aussi très, ancré et ça pour moi, je sais que c'est ma principale force, aujourd'hui puisque ça fait aussi l'essentiel de mes accompagnements, en plus du reste bien évidemment. Et donc je me souviens, j'avais fait, des études de numérologie. Donc j'ai passé, 1 an à faire de la numérologie, à expérimenter aussi cet outil qui est absolument incroyable et j'avais fait un salon
une ouverture en fait de salon où, il y a une personne en fait qui est arrivée vers moi donc pour renseignement sur la numérologie. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été prise d'un élan soudain de confiance en moi, mais ça s'est passé vraiment comme ça. C'est comme si, j'étais un peu habitée par, une espèce d'intuition extrêmement profonde, pour lequel justement le mental n'est pas intervenu. La personne s'est approchée de moi et je sais pas pourquoi, tout d'un coup, résonnait dans ma tête, mais un peu comme un peu l'histoire de ses pas, mais c'était fait d'une autre manière. C'est-à-dire tout d'un coup, j'entendais 7, 7, 7, 7 et ça tournait en boucle. Et je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas mon mental, je comprends pas pourquoi j'ai ce nombre, hein, dans son concept qui arrive». Et la personne s'avance vers moi, elle me demande des renseignements, sur la numérologie, donc je commence à lui donner et ça n'arrêtait pas. C'était vraiment, ce 7 qui résonnait, qui résonnait. Et là, j'ai fait: «Bah, tu sais quoi? Tente le tout pour le tout, sors ce que tu as à dire». Et je lui ai dit: «Est-ce que vous êtes né un 7?» Et là, elle me regarde, elle me dit: «Bah, oui, comment vous le savez?» Ça m'a marquée et là, je sais pas pourquoi, je lui dis: «Vous savez, il y a des choses dans la vie qui s'expliquent pas, c'est comme ça». Et là, je le vois, elle commence à être blanche, mais blanche. Elle regarde partout, elle me dit: «Non, mais c'est pas possible, j'ai fait tomber ma carte vitale quelque part». Et moi, je la regarde, mais je me souviens encore de l'énergie que j'avais, c'était très particulier. Je la regarde vraiment droit dans les yeux et je lui dis: «Non, non», je dis: «Je sais pas, j'avais l'appel de vous dire ça, je pense que c'est peut-être pour vous dire quelque chose de plus profond, mais je savais même pas, hein». Et j'ai commencé à lui raconter des trucs autour du fait, qu'elle aimait l'eau, qu'elle allait souvent, au bord d'un lac et cetera. Et là, j'ai vu commencer à se décomposer. Elle me dit: «OK, c'est bon, on y va». Elle est partie en courant, la pauvre. Mais alors, sur le coup, ça me fait rire, mais je me suis sentie un peu mal, et je me suis dit: «Mais je suis peut-être allée un peu loin». Mais tout d'un coup, ça a été: «Mais d'où est-ce que ça vient? Mais ah oui, rappelle-toi qui tu étais quand tu étais plus jeune. Bah, tu sais quoi? Tu vas aller explorer ce truc-là». Ça me paraissait tellement déconnant que je lui ai sorti le jour de sa naissance, hein, vraiment, qui est passé du coup par le biais de la numérologie, c'est-à-dire un outil qui me parlait à l'époque, que je me suis dit: «Il faut absolument que tu ailles creuser, cet épisode». Et en fait, la journée, j'ai été pris vraiment d'un entrain, super joyeux. Je suis rentrée chez moi et là, il s'est passé un deuxième phénomène. La journée a été chargée La journée émotionnellement. chargée. Et j'ai été pris d'un deuxième phénomène. J'arrive chez moi, je raconte à mon mari ce qui se passe et tout d'un coup, il me dit donc mon mari est photographe et hem et tout d'un coup, il me dit: «Bah, c'est quand même Et pour marrant». se remettre un petit peu dans le contexte, à ce Oui. moment-là, tu avais une vie un peu traditionnelle, un boulot traditionnel ou tu étais déjà Non, j'étais à déjà à mon explorer ces compte. sujets-là? Ouais, OK. j'étais déjà à mon compte, j'étais coach et du coup, j'étais en train de développer mon activité de numérologue. Voilà. Et avant, j'étais professeure des écoles, mais c'était pas du tout à cette époque-là. C'est vraiment quand je me suis mis à mon compte. Et du coup, c'était une époque en plus où mon activité était un peu en stand-by. Je venais d'avoir ma deuxième fille et donc du coup, voilà, je me remettais un petit peu le pied à l'étrier de mon entreprise où j'avais eu une grosse pause quand même d'un peu plus d'un an. Ça, c'est à peu près le contexte. Et donc mon mari me dit: «Bah, c'est marrant, moi, il s'est passé un drôle de truc aussi tout à l'heure» et il avait pris une photo, d'une entrée d'église dans la nuit. Et il me dit: «Je te donne juste la photo, tu me dis ce que tu en penses». Je dis: «OK, vas-y, bon, OK». Il me donne la photo et là, tout d'un coup, j'ai été pris d'une tristesse et d'une douleur absolument horrible et je vois dans l'encadrure de la photo une espèce d'ombre blanche, mais vraiment. L'ombre blanche que mon mari voyait aussi, c'est-à-dire que j'étais pas la seule à le voir et il me dit: «C'est bien ce qui me semblait». Je trouvais qu'il y avait un truc bizarre devant la porte de l'église. J'ai et là, j'ai commencé à pas me sentir bien du tout, du tout, du tout. Je lui ai dit: «Mais, c'était quelle église?» Et là, il me montre où est-ce que c'était. C'était en fait, il y avait l'église et juste derrière, il y avait un énorme monument aux morts de la guerre 39-45. Et là, j'ai fait: «OK, d'accord». Et là, vraiment, j'ai été en fait, comme si, j'ai eu l'impression, en fait, qu'il y avait une personne vraiment qui me parlait de toutes ses douleurs. Bon, là, j'ai complètement paniqué, par contre, là, ça m'a beaucoup moins fait rire et j'ai appelé une amie qui était médium. Je crois qu'il est d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles, mais je pense qu'elle l'est encore. Et je lui dis: «Écoute, faut que tu m'aides parce que là, j'ai l'impression d'être envahie par une âme qui a besoin de transmettre des messages, mais je sais pas quoi en faire». Et donc elle est intervenue, donc ce qui fait que dessus ça a coupé, tout de suite, le lien et j'ai pu m'apaiser. Et juste après qu'elle ait fait, ce nettoyage-là, c'est comme ça qu'on parle, hein, vraiment nettoyer les âmes, leur permettre de monter, en fait, dans d'autres sphères quand ils sont coincés dans notre monde, ce qui n'est pas forcément, le lieu où ils doivent être. Sur la photo, l'ombre blanche avait complètement disparu. C'était absolument incroyable. Mon mari l'a vu aussi, et là j'ai fait: «Bon, là je pense qu'il y a un message de fond, il faut vraiment que tu développes quelque chose ou tout du moins que tu ailles expérimenter cette faculté-là». Eh ben, qu'est-ce Qu'elle est coupée.
J'adore écouter les histoires de médiums en devenir, ou de gens qui se sont découverts des facultés. Il y a toujours un peu le côté rose et on raconte les histoires comme une suite d'événements logiques. Quels a été pour toi les éléments peut-être un petit peu plus difficiles dans ces premiers temps? Quelles ont été les difficultés auxquelles tu as fait face? Alors, personnellement, je ne trouve pas que la médiumnité, ça soit vraiment quelque chose d'absolument génialissime. Et je vais m'exprimer pourquoi. C'est vrai qu'on en fait souvent une éloge ou quelque chose un petit peu d'extraordinaire, quelque chose qui appelle en tout du moins à la curiosité, et puis il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ah mais j'adorerais avoir vos capacités» et cetera. Alors là, pour le coup, moi, c'est un message qui pour moi est très important, c'est loin d'être simple, c'est extrêmement fatigant, c'est beaucoup de responsabilités aussi, émotionnelles notamment. Déjà vis-à-vis des personnes qu'on rencontre, mais quand on passe des nuits blanches, en fait, excusez-moi, mais bon, avec des messages ou des on a l'impression d'avoir passé une deuxième journée dans notre nuit, c'est loin d'être facile et en plus, personnellement, j'ai une mission d'âme qui fait que c'est aussi difficile parce que, je travaille les ombres principalement des gens pour les amener vers une certaine lumière. Tu me comprendras là-dessus, c'est-à-dire que vraiment, dans mon signe astro, je suis Scorpion ascendant Lion, mais c'est totalement ce que j'incarne, c'est-à-dire qu'on va aller chercher ce que tu as pas envie de voir, pour justement ensuite que tu passes un step et que tu sois vraiment, la personne que tu as envie d'être. Si je dois résumer, l'ensemble de mon métier, c'est véritablement ça. Hem et donc, bah, pour moi, en fait, la médiumnité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, il y a des choses extrêmement belles. Il est vrai que, voilà, quand je travaille aussi beaucoup sur la manifestation des rêves, comme j'imagine que tu as pu le voir et c'est vrai que quand on arrive à avoir, des messages importants, quand on arrive à s'écouter vraiment, quand on a des signes vraiment extrêmement lumineux, c'est génial. Mais il y a aussi toute l'autre partie, qu'il faut pas oublier et pour moi, on manipule pas, en fait, la médiumnité, comme ça. C'est pas un jeu. Je vois trop et là, je vais mettre un peu les 2 pieds dans le plat, mais je vois trop passer des livres, en fait, où il y a un peu allez, tout ouvert, vous pratiquez un peu comme vous voulez et mais pour moi, comment dire? C'est quelque chose qui demande beaucoup d'ancrage, et je vois trop de personnes qui s'y perdent. La spiritualité, en soi, faut pas oublier que la genèse vraiment de spiritualité, ça veut dire la vie. Donc c'est aussi profiter de la vie dans son ensemble et c'est pas que l'aspect invisible des choses. Et ça, pour moi, le message il est très, très important, parce que, ça demande énormément, énormément de travail sur soi pour, arriver à quelque chose de très ancré. Ouais, que ça peut aussi devenir une manière de Mais fuir le totalement. présent, fuir la vie. Je vois trop de dérives, vraiment, et ça, c'est hyper important de le souligner. Hem, c'est pour te dire, à un moment donné, je faisais pas mal de voyance. Ça marchait très, très bien, sauf que, très, très vite, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait des gens qui devenaient très addicts à ça. Moi, ça me mettait dans une posture où j'avais l'impression, en fait, finalement, qu'on n'était plus vraiment responsable de sa vie, ce qui me dérangeait vraiment et puis surtout, j'ai découvert les mémoires akashiques où, si tu as besoin, tu me diras s'il faut que je refasse un point sur la définition de mémoire akashique, mais où j'ai découvert qu'en fait, on avait plein d'avenirs possibles et à partir de ce constat-là, hem, je me suis dit: «Tu peux plus faire ça». Il y a quelque chose de l'ordre, de l'inadéquation d'âme en ce que tu connais, tu sais et continuer ça. Donc j'ai tout arrêté, du jour au lendemain, malgré le fait que ça marchait très, très bien, mais j'étais plus du tout alignée avec ça, vraiment. Et est-ce que tu pourrais nous aider à mieux comprendre la distinction entre médiumnité et clairvoyance ou voyance? Est-ce que c'est 2 catégories complètement séparées? Est-ce que c'est 2 aspects d'un seul et même phénomène? Comment est-ce que toi tu vois la Oui, c'est distinction ça. entre les En 2? fait, bah, le mot médium, c'est comme tout. Quand on prend un stylo, par exemple, c'est un médium entre ce qu'on pense et ce qu'on va écrire sur le papier. Le mot médium, c'est ça. C'est une espèce, en fait, d'intermédiaire, je veux dire vraiment le mot correct, d'intermédiaire entre des sphères invisibles et le monde plus visible. La médiumnité peut s'exprimer de différentes manières, que ça soit la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience aussi. Alors ça, je l'ai beaucoup, c'est-à-dire que j'ai la faculté de ressentir certaines douleurs, certaines émotions, que ça soit, d'ordre général ou dans mes consultations. Toujours dans l'objectif de délivrer un message, véritablement. Ça, c'est hyper important à comprendre, ça se manifeste pas, tout le temps. Heureusement, sinon ce serait un petit peu difficile. On a également des personnes qui ont la claire connaissance et cetera et c'est-à-dire qu'en effet, pour moi, la médiumnité, on assimile très souvent la médiumnité à contact défunt. Mais personnellement, je ne fais plus du tout de contact défunt
Pour autant, je pense qu'aussi je suis médium. Ça n'a rien à voir. C'est pour moi, encore une fois, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, mais en tous les cas, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment médium égale intermédiaire, que tu utilises en effet tes facultés de clairvoyance, de clairsentence, ou tout à la fois. Tu choisis un petit peu finalement quel est ton vecteur de transmission, en fonction bien sûr de ce que tu as développé et ce que tu choisis bien sûr de développer. Je pense qu'on a tous, aussi une part de choix dans ce qu'on décide de faire dans notre métier. Et quand tu dis que tu te connectes au monde subtil, c'est quoi ces mondes subtils? Et comment c'est quoi le lien entre ces mondes subtils et nous? Alors, pour moi, les mondes subtils, déjà, il y a l'aspect vraiment énergétique, de ressenti, dans ce qu'on ressent dans une ambiance et cetera. Mais il y a aussi, ce en quoi je crois, ce que les gens vont appeler des guides et comme son nom l'indique très, très bien, ce sont, on va dire des entités, diverses et variées. Alors les plus connus, ça va être les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Mais il faut savoir que, nous avons des milliers et des milliers de guides différents dans les sphères invisibles. Il y a aussi tout l'aspect, on va dire, les fées, les gnomes, les nains, les choses comme ça vraiment où on est vraiment dans un univers plus, forêt, hein, on peut dire ça comme ça, ce qu'on appelle les êtres de la nature. On peut avoir également, on va dire des êtres, qui sont catégorisés, comme, des êtres galactiques, des êtres extraterrestres. Mais j'ai déjà eu également affaire dans les mémoires akashiques à des espèces de robots. C'est très étonnant, je ne suis incapable de nommer ce type d'entité, mais ça existe aussi. Il y a les animaux, bien sûr, les animaux guides aussi, mais on peut avoir aussi les pierres, les plantes, les arbres, enfin, c'est extrêmement, varié. Quand je vais dans les mémoires akashiques, en fait, il y a pas de donc je rappelle que c'est ce qu'on appelle la mémoire du monde et qu'on a tous notre livre des mémoires akashiques. C'est-à-dire ce qui, dans ce livre, en fait, il y a toutes nos vies antérieures, notre vie actuelle et tous nos potentiels futurs. Et ça existe pour tout le monde, mais aussi pour tous les objets, les animaux, et cetera, donc quand je vais dans les mémoires akashiques, en fait, les guides qui arrivent pour me transmettre des messages, ils sont pas toujours là, mais ça arrive des fois. C'est aussi beaucoup en fonction de la personne, de sa personnalité, potentiellement, j'ai bien dit potentiellement de ses croyances, mais c'est pas toujours le cas. J'ai déjà eu des cas où la personne croyait pas du tout à certaines entités, elle s'est retrouvée, avec certaines entités face à elle, donc ça a remis complètement en cause ses croyances. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que finalement tout le monde a raison dans les diverses croyances, qu'il y a. Dans le sens où, par exemple, le chamanisme, ils sont très portés sur les animaux, sur les plantes, sur vraiment la nature et en effet, il y a vraiment des guides en rapport avec ça et puis il y a des personnes, qui sont plus dans la religion et qui vont, par exemple, beaucoup plus croire en effet aux archanges, par exemple, aux anges et bah, quelque part, ils ont aussi raison parce qu'ils existent aussi, en tous les cas dans ce que je perçois et puis il y a des personnes qui vont pas du tout croire en tout ça et puis qui vont croire en effet à des entités, diverses et variées des humanoïdes, par exemple et quelque part, bah, avec certaines personnes, je les vois aussi et c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire qu'il y a pas de frontières. C'est absolument Ouais, c'est pas incroyable l'un ou d'ouverture. l'autre, c'est l'un et l'autre. Tout à fait, Je serais curieux d'avoir ton point de vue sur comment est-ce que cette ouverture, du coup, au monde subtil a changé ta compréhension de ce que c'est que l'âme et la relation avec le corps? alors ça, c'est quelque chose qui est encore très, complexe, pour moi, dans le sens où je crois que, personnellement, j'ai étudié l'âme avant mon propre corps. C'est-à-dire qu'en général, c'est plutôt l'inverse, qui se passe. Normal, on est dans un corps, on est dans un corps et cetera. Mais j'ai déjà un truc tout bête, hein, ce que je vais te dire, mais je me souviens que dans mes premières choses que j'ai énoncées en rapport avec la spiritualité, j'avais peut-être 5, 6 ans, je me souviens avoir dit à mon père: «Mais de toute façon, je me souviens de ma naissance». Tu vois, c'est tout bête, hein, mais je suis persuadée, j'ai encore l'image en tête. J'ai encore l'image d'un coup, l'espèce de faisceau de lumière et je sais que c'est ma naissance. Je suis incapable de t'expliquer le pourquoi du comment, mais je le sais. Mon corps finalement, l'appréhension de mon corps est venue, hem, avec le sport. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sportive, encore plus depuis quelques années, avec vraiment un respect de ça qui est pour moi extrêmement important. Parce que pour moi, c'est une forme aussi de métaphore de la vie, on peut aller très, très loin avec le sport et dans l'état d'esprit et cetera. Et donc j'étudie en ce moment même beaucoup plus l'aspect corporel, cerveau et cetera, que l'aspect âme. Donc moi, en fait, je pense que j'ai eu un chemin particulièrement inversé ou dans le sens que le côté âme, finalement, je me suis intéressée beaucoup plus vite parce que j'étais un peu dans mon monde, j'étais dans mes ressentis, j'étais vraiment dans ce truc-là et le corps est venu après et je pense que
de mon point de vue, il est vraiment important d'aligner les 2 aspects ensemble. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. De toute façon, je pense que quand on n'est pas bien, ça se voit typiquement. On peut pas le cacher. Donc il est très important d'arriver à faire coïncider les 2 de manière la plus juste possible et de toute manière maintenant, mon corps me d mais comme tout le monde, hein, mais j'y fais beaucoup plus attention. Mon corps me donne des indices quand je suis plus alignée. Il c'est-à-dire que c'est devenu maintenant en effet un vecteur de communication pour comprendre comment mon âme, fonctionne. Donc je pense avoir étudié un peu les 2 aspects. Voilà, on va dire ça comme ça et en tous les cas, j'ai fait un 1er aller-retour qui était pas forcément, commun, en tous les cas, je le pense et aujourd'hui, j'essaie de réunifier les 2 au plus proche de ce que je peux être. Les 2 sont des choses séparées. On est un corps qui a une âme ou est-ce qu'on est une âme qui a un corps? Et pour boucler la boucle, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt, donc que le corps physique part? Est-ce que, quelque chose reste? Alors, c'est pas que c'est séparé, c'est que, ça peut l'être si on n'y prête pas attention. C'est différent, c'est ce que je vous explique, c'est que le but, c'est quand même de bien réunifier les 2 ensemble. Par contre, oui, en effet, je pense que l'âme perdure, si c'est le sens de ta question, que l'âme perdure en effet après la mort, puisque je crois en la réincarnation. Donc déjà, le si je ne croyais pas en la réincarnation, je pourrais pas me dire: «Eh ben, en effet, l'âme perdure». Ça n'aurait aucun sens. Donc pour moi, en effet, l'âme, entre guillemets, va de vie en vie en fonction, voilà, de ce qu'elle a à vivre et au bout d'un certain temps, pour moi, elle reste dans des sphères plus hautes, une fois qu'elle a terminé son cycle, d'incarnation. Donc pour moi, si tu me demandes une question, qu'est-ce que devient, l'âme après la mort du corps physique? Bah, pour moi, elle va dans une sphère quand elle est pas bloquée sur le monde terrestre, parce que ça existe quand même, très régulièrement. Quand elle est prête à aller, ce qu'on va appeler dans l'au-delà, ou vous l'appellerez comme vous voulez, hein, pour ensuite se réincarner au moment où ce sera le plus opportun Et et le est-ce plus juste. que tu parles de croyance, est-ce que c'est une croyance que tu avais déjà tôt ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé et que tu as découvert, au fur et à mesure des années? Comment est-ce que tu t'es ouvert à cette idée de la réincarnation et peut-être Alors, au-delà? c'est très particulier ce que je vais te dire, mais j'ai toujours été persuadée de la réincarnation. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, pour le coup, il y a rien de très scientifique dans ce que je vais te dire. C'était vraiment quelque chose que je ressentais. Sans avoir eu une éducation Ah pas du tout. indienne, enfin Ah pas hindoue? du tout. Non, non, vraiment et pas du tout parce que alors, déjà à la base, je suis issue, on va dire d'un côté un peu plus, catholique, religion catholique, mais j'ai toujours Mmh. refusé le catéchisme, je détestais ça. Enfin, pour moi les religions c'est très compliqué et donc du coup j'étais en rejet en plus de ça. Donc pas du tout, j'ai la réincarnation je crois qu'on en a jamais parlé, mais vraiment chez moi c'était en plus des sujets très tabous. On parlait pas, on communiquait pas du tout sur ces trucs-là. Donc pas du tout, c'est vraiment j'ai eu ce ressenti-là depuis toujours. Donc bien sûr, par contre ça me suffit pas. C'est-à-dire qu'entre guillemets, d'avoir ce ressenti-là ne me suffit pas, j'ai besoin d'expérimenter, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc j'ai voulu, quand j'ai développé toutes ces capacités médiumniques, j'ai voulu aller expérimenter ce phénomène de réincarnation. Donc comment j'ai fait? Par plusieurs biais. Le premier était que, j'ai fait beaucoup, j'en fais encore, hein, mais moins, mais j'en ai fait beaucoup, de podcasts, vie antérieure. C'est-à-dire que vraiment, je me branchais sur, donc là, il y a jamais les personnes en face de moi sur les podcasts. C'est-à-dire que la personne me donne juste une photo, elle me donne sa date de naissance et je lui fais un podcast où je demande 3 vies antérieures qui ont un impact important sur cette incarnation-là. Parce que toutes les vies antérieures n'ont pas un impact, encore heureux, sur notre vie actuelle. Et là, je me branche en médiumnité. Donc pour moi, c'est génial parce que je suis vraiment dans mon monde. Il y a personne pour me déranger, j'ai pas d'influence extérieure avec la personne qui me dit: «Oui, non, peut-être, machin» et cetera et je parle pendant 45 minutes dans mon podcast. Vraiment, comme là avec mon micro et après j'envoie tout. C'est-à-dire que la personne ne m'a rien dit, il y a pas de questions, il y a rien et j'envoie tout. Et à l'heure actuelle, je crois que j'ai pas eu un retour où la personne m'a dit: «Oh non, ça me parle pas du tout». C'était absolument phénoménal, c'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, même moi ça m'intrigue encore aujourd'hui, hein, tellement des fois il y avait des degrés de précision, je me suis dit: «Mais c'est assez incroyable en fait comme certains schémas peuvent se répéter». Ça allait des fois jusqu'au même métier, les mêmes schémas relationnels. Évidemment, c'était donné pour que la personne puisse, le changer aussi, hein, bien évidemment. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que des fois, on me donnait des vies antérieures super positives. C'est vrai qu'on n'y pense pas et des fois, les gens étaient un peu étonnés en disant, «Ah oui, mais il y a pas que des blocages en fait». Bah non, des fois, on a des super vies antérieures, encore heureux aussi, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, où, on vient vous donner aussi vos forces.
et comment les utiliser ou comment venir terminer quelque chose que vous appréciez beaucoup et que vous n'avez pas forcément, pu terminer pour X ou Y, raison. Et c'est vrai qu'à force d'en faire, mais j'en ai fait des centaines et des centaines, hein, et ben, à chaque fois, j'avais toujours des retours assez incroyables et j'étais jamais influencée par les personnes, hein, puisqu'elles me donnaient rien. C'est-à-dire vraiment, j'avais juste la photo, la date de naissance, terminé. Donc ça a été absolument, incroyable en termes d'expérimentation. Et puis après, il y a l'autre partie, donc là, dont je me sers beaucoup plus souvent pour, on va dire, aider à la résolution d'un problème ou les amener à un déblocage, c'est les mémoires akashiques où on me transmet, du coup, bah, des vies antérieures, des fois pas toujours, hein, mais des fois des vies antérieures, qui, peuvent faire comprendre l'origine du blocage. Je serais curieux d'avoir ta perception du oh, c'était pas la première qui me parle de les annales akashiques. Ouais, j'ai toujours du mal avec la description un peu littérale qu'on en fait, qui est, une bibliothèque dans laquelle il y a des livres et on ouvre. Comment est-ce que toi tu vois? Est-ce que tu le vois vraiment comme, beh, un lieu, tu vois? Ou un disque dur, universel, sur lequel on vient écrire tout ce qui se passe, tout ce qui est pensé et cetera? Ou tu as une compréhension un petit peu plus, subtile de ce que c'est que les annales akashiques? Alors, personnellement, c'est vrai que les mémoires akashiques, ça reste un phénomène assez, incroyable. D'ailleurs, il y a pas énormément de documentation, là-dessus, pour le coup. Je trouve que ça commence tout doucement à venir, mais quand tu regardes bien, en termes de, on va dire de références, il y en a quand même pas des tonnes. Il y a pas beaucoup de livres, dessus et personnellement, j'ai déjà vu, hein, mais j'ai rarement vu seulement une bibliothèque où je venais piocher des livres dedans. C'est-à-dire que, quand je le fais des fois pour moi ou pour les autres. Quand je vais par exemple pour aller questionner, donc on y va toujours avec une question, hein, je précise quand même, dans les mémoires akashiques, donc quand je vais aller questionner justement quelque chose par rapport à une problématique ou une envie particulière de la personne. J'arrive déjà quand on arrive dans ces mémoires akashiques, se met en place en fait, déjà des débuts de réponse. C'est-à-dire que quand j'arrive, je ne vois pas, une bibliothèque: «Tiens, je vais prendre quel livre aujourd'hui?» En tous les cas, personnellement, ça se passe pas comme ça. Souvent, on donne cette image-là, je pense, hein, pour faire comprendre, les choses, mais pour l'avoir beaucoup expérimenté, ah, ça a dû m'arriver une fois. Déjà arrivé une fois et la personne était en effet très littéraire. Donc on est vraiment dans quelque chose de ce type-là et va se matérialiser en fait, l'univers, que l'on va aller travailler ou qui va aider la personne. Donc par exemple, d'une manière très concrète, si la personne a besoin de travailler, une angoisse particulière, une peur particulière, c'est rare que j'arrive dans un endroit où c'est hyper lumineux avec des petits papillons, des petites fées et cetera. En général, j'arrive dans un endroit sombre ou dans la cause directement du pourquoi elle a autant de peur ou d'angoisse là-dessus, et cetera. D'accord? Et puis c'est vraiment un voyage entre les mondes, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux me retrouver dans une prairie, comme je peux me retrouver dans une maison, comme je peux me retrouver dans une vie antérieure, comme je peux me retrouver, dans un potentiel futur. Et tout ça, c'est pas des vrais endroits, c'est plutôt des représentations symboliques qui viennent représenter ce qui se passe, dans la vie de la personne? Il y a les 2. Il y a les 2. Des fois, c'est des vrais endroits. Des fois, c'est-à-dire que je décris une scène et la personne me dit: «Ah bah oui, c'était ma chambre quand j'étais enfant» et cetera, par exemple, de manière très concrète. Et des fois, en effet, c'est très symbolique. Des fois, on est vraiment pour faire comprendre quelque chose à la personne. En effet. Je rebondis par contre sur ce que tu as dit qui me semble en effet très intéressant, ce côté un petit peu destin, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que ça te dérange un peu de te dire qu'on n'a pas, son libre arbitre. Alors, c'est pas totalement ça. Les mémoires en fait, je pense qu'on a une certaine forme de destinée dans le sens où je pense qu'il y a des événements qui vont obligatoirement se passer dans notre vie. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que quelque part, la plupart des gens sont amenés à incarner une certaine mission. À avoir certains objectifs. Mais par contre, tu as le choix de le suivre ou pas. C'est-à-dire que c'est pas pour rien, qu'il y a des gens, malgré le fait qu'ils aient des capacités énormes, qu'ils soient, je dis n'importe quoi, par exemple un artiste, qui, chante super bien, qui joue hyper bien de la guitare, qui a un talent de dingue, mais qui n'ose pas incarner ce côté artiste dans la matière, il va avoir le choix. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour moi pour l'orienter là-dedans, mais quelque part le reste, il regarde. S'il a pas envie, il partira sur l'aspect, on va dire, moins, incarné de sa mission et on en connaît tous, hein. On connaît tous des personnes qui sont passées à côté de leur vie
Comme on connaît tous des personnes qui vraiment ont incarné pleinement leur mission. C'est quoi la différence? Bah, la plupart du temps, c'est qu'en effet, ils ont choisi le ou les bons chemins. Je pars du principe que, on est toujours redirigé. D'une manière ou d'une autre, si on écoute vraiment, si on travaille sur soi, on peut passer du temps à à faire ça et puis finalement à changer le cours des événements. Mais si ta mission, par exemple, c'est d'aider les gens, on va tout faire pour te mettre dans ce truc-là. Si ta mission, c'est d'être écrivain, on va tout faire pour te mettre, dans cette mission-là. Après la manière dont tu y arrives, ça, je pense que ça dépend de toi, quelque part et il y a 1 milliard de chemins différents. C'est pour ça que je t'ai dit, je pouvais plus faire de la voyance quelque part parce que je pense que une fois que déjà tu as l'information, pour pas être influencé, c'est déjà, coton. Ça peut, hein, il y a des personnes qui sont pas influencées, mais quelque part, tu te décharges un peu au niveau de ta responsabilité et en fait, bah, ça se trouve, ça va se passer dans 15 ans et pas du tout l'année prochaine parce que, bah, tu auras pris des chemins différents parce que tu as eu une autre information et que c'était comme ça. Donc tu vois, c'est pour ça que je Ouais, te mets donc «destin» entre parenthèses, entre guillemets, pardon, parce que, on a le choix quelque part de la destinée qu'on veut avoir. Sinon, tu vois, mon métier ne servirait pas à grand chose, sinon les coachs finalement ça servirait à rien, les psys non plus. Enfin, si on remet tout aux mains de «tout est écrit», oui, tout est écrit, mais avec la pluralité des possibles et c'est ça qui est chouette. oui, de nouveau, on n'est pas dans le «ou», on est plutôt dans le «et». C'est pas, Voilà, c'est ça. destinée ou libre arbitre, c'est, destinée et libre arbitre. Où l'un Ouais, n'empêche pas l'autre forcément. ouais, totalement. Tu parlais au tout début de l'interview de ta sœur qui était décédée. Je serais curieux d'en apprendre plus sur le rôle que cet événement a eu sur ton évolution à toi et peut-être boucler la boucle avec le collectif et comment est-ce que des événements difficiles peuvent servir aussi de catalyseur pour la croissance? Et est-ce que parfois ce type d'événements rentrent dans la catégorie de destinée d'événements qui avaient été choisis à l'avance justement pour servir de catalyseur? Ouais, c'est vrai que c'est un concept, pour je en des fois j'ai du mal parce qu'on se dit, c'est lourd à porter. Alors il semblerait que certaines choses en effet soient destinées. La mort en fait soi-disant partie. L'âme choisirait, selon des théories, la façon dont il mourrait pour X ou Y raison. Concernant le décès de ma sœur, alors ça a été, quelque chose qui m'a totalement détruit. Je vais pas te dire, l'inverse parce que ça a été vraiment extrêmement violent. Aujourd'hui, bien sûr, ça va mieux, mais à coup de reconstruction, sur chute, sur reconstruction et cetera et en effet, je pense que, grâce à elle, aujourd'hui, je vois la vie autrement. Je pense que ça a été l'unique, en tous les cas pour moi à l'heure actuelle dans ce que je pense, parce que ça fait 14 ans maintenant, hein. Ça a été, l'unique, chose, qui m'a servi dans son décès. Dans le sens où j'ai conscience de la fragilité de la vie, que je veux pas passer à côté de ma vie, que pour moi réaliser ses rêves, ça fait partie, de toute ma vie, pour le coup et que c'est hors de question que je reste dans des situations malheureuses, voilà, pour juste satisfaire le bien commun. On va dire ça comme ça. Je suis un petit peu dure quand je dis ça, mais c'est quand même une réalité de beaucoup de personnes. Je vois trop de personnes en fait oublier qui ils étaient, oublier leurs rêves, oublier leur passion parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils pensent qu'ils ont le temps. Souvent d'ailleurs je dis ça, le nombre de personnes qui disent: «Oui, quand je serai à la retraite», alors c'est très très basique ce que je vais dire, mais je leur dis tout le temps: «Oui, si vous y arrivez» et souvent ils me regardent un peu choqués, mais je dis: «Oui, mais parce que c'est une réalité, vous savez pas, ça se trouve vous allez mourir demain» et je leur pose souvent la question, je dis: «Donc si vous mourrez demain, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie?» Tu peux être sûr que 80 voire 90 des cas, ils te disent: «Ah bah non, je ferai pas ça» et bah alors stop, ça veut dire que tu es pas sur le bon chemin en fait et ça m'a vraiment appris ça. Ça m'a appris en fait, entre autres difficultés, hein, je on va pas toutes les évoquer, c'est pas du tout le but, mais il y a eu pas eu que ça. Souvent on fait un focus là-dessus parce que ça a été un des drames de ma vie qui a été le plus difficile, mais il y en a eu énormément qui m'ont construite et ça m'a appris aussi quelque part à trouver la force en moi pour, bâtir des choses seule. C'est-à-dire que ma sœur, en fait, était au centre de tout. Je vivais pour elle, j'ai sacrifié plein de trucs pour elle. C'était un choix perso parce que c'était tout pour moi. Je la surprotégeais, enfin voilà et quelque part, je crois, que c'était pas le plus juste. C'est-à-dire que j'ai appris aussi à continuer ma construction sans elle. Donc avec une partie de moi-même qui s'est en allée, concrètement parlant et c'est comment toute la réflexion a été autour de comment continuer sa vie avec cette souffrance, cette douleur, en ayant l'impression d'être incomplète. Comment je peux retrouver ma complétude, ma vie, ma joie, malgré ce drame?
Et je dis pas que c'est encore parfait, hein, loin de là, parce qu'à des moments donnés, tu es là, c'est dur, quoi. C'est encore, difficile, hein, tu as toutes les périodes de Noël, d'anniversaire, de machin, tu toujours un petit rappel sociétal en mode: «Hé, tu vu, tu es seul». Et voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment appris à vivre ma vie comme je le voulais, comme je l'entendais, avec vraiment mon cœur au centre. Quand tu travailles avec les gens et que tu les aides à se remettre en alignement, quels sont tu en as déjà parlé un petit peu là, mais quels sont en général les points qui viennent aider à débloquer et qui aident les gens à se remettre en alignement? Par rapport à mes outils, tu veux dire? Les outils que tu partages ou les messages clés que tu partages, est-ce qu'il y en a des génériques ou est-ce que ça dépend vraiment de la personne? Chacun a ses points bloquants? Heu, Comment est-ce que tu aides en général? Alors moi, je combine toujours justement l'aspect invisible des choses, beaucoup avec les mémoires akashiques. Moi, pour moi, c'est vraiment un outil que j'ai vu vraiment des choses phénoménales se produire avec cet outil-là, donc c'est mon premier point. Mais aussi, j'ai toute une formation en prépa mentale et en coaching, et en fait, j'aligne les 2. Pourquoi? Parce que c'est ce que je t'expliquais, on a aussi un cerveau qui fonctionne, qui fonctionne même très, très bien, et quand il est ancré dans son système de croyances depuis 40, 50 ans, tu beau faire, pléthore de, soins énergétiques, de spiritualité à outrance, et cetera. Si tu changes pas ton système de croyance, ça va revenir à un moment donné. Donc je combine toujours les 2, et on travaille, le mindset, on travaille comment fonctionne une croyance, comment on peut la débloquer, et je fais faire des exercices, beaucoup d'exercices. Il faut pas oublier que pour que quelque chose dure dans la matière, il faut de la discipline, et ça, c'est hyper, hyper important, et personnellement, c'est ce que le sport aussi m'apporte. C'est-à-dire que si on n'a pas de discipline, si on pense qu'il y aura une solution miracle, que tout va changer du jour au lendemain, ça ne fonctionnera pas. Mais on le sait, tous et toutes. Il y a besoin d'ancrer les choses, en fait, au niveau cérébral, au niveau de son cerveau, mais aussi, à mon sens, au niveau de son corps. Si ton corps bouge, si ton corps est en mouvement, si tu développes, en fait, un état d'esprit où, bah, malgré des chutes, tu te relèves toujours, tu y arriveras, forcément. Si tu t'écoutes en plus de ça, et si tu comprends qu'en fait, il y a des choses qui se jouent aussi sur l'aspect, énergétique, des fois sur l'aspect familial, mémoire familiale, et cetera. Si tu arrives à combiner tout ça, ce qui demande un grand travail, hein, je l'entends, totalement, c'est loin d'être simple, mais ça fonctionne. Tu arriveras à ton objectif, si cet objectif est le plus juste pour toi. J'insiste lourdement. C'est-à-dire que si c'est vraiment un truc que tu ressens, pas si c'est juste ton ego qui se dit: «Je veux être le meilleur ou la meilleure et c'est mon objectif». Non, c'est pas ça. C'est vraiment, tu as un rêve, tu sais que c'est là depuis toujours, tu veux y arriver, OK, on y va ensemble. Par contre, ce que je te demande, c'est véritablement d'ancrer des nouvelles habitudes. Et oui, ça va être difficile, et oui, il y a des jours, tu en auras ras-le-bol, mais c'est ce qui fait à un moment donné, que ça se réalise et que ça se matérialise, concrètement parlant. J'avais partagé justement hier, un extrait d'interview de Jim Carrey qui est un expert en manifestation, on va dire ça comme ça, et qui avait projeté sa notoriété en tant qu'acteur, et son fameux chèque de 10 millions de dollars. Je sais pas si tu connais, cette interview? Mais donc tout le monde va retenir, j'en suis certaine, le: «Ah oui, il a visualisé», en fait, il explique, hein. «J'ai visualisé, mes 10 millions de dollars, j'ai écrit mon chèque, j'ai mis l'année», et cetera. C'est super. Mais il y a un truc que je pense beaucoup de monde n'ont pas entendu, il a fait ça pendant 4 ans non-stop, plusieurs fois par jour, et ça, pour moi, c'est la clé, et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à atteindre leur objectif. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de surconsommation, et où la discipline n'est plus vraiment quelque chose, en fait, qu'on met en avant. Et pour moi, c'est une des clés fondamentales. S'il a fait ça pendant 4 ans, ben, ça demande de l'énergie. Oui, c'est pénible, mais pour moi, c'est une clé de réussite. Oui, c'est vrai que enfin, j'ai découvert le monde de la manifestation il y a quelques temps et c'est vrai que c'est assez, mystérieux. Enfin, une des composantes qu'on dit beaucoup, c'est, contrôler son focus et le focus va créer ta réalité et je crois qu'il y a une enfin, curieux d'avoir ton point de vue, mais ma compréhension est qu'il y a peut-être une étape intermédiaire qui est souvent skippée de manière intentionnelle ou pas, mais qui est si ça marche, c'est parce que le focus va engendrer l'action et c'est l'action qui va créer le résultat que tu veux. Je suis totalement d'accord. Oui, et puis bosser son système de croyance, hein. Je veux dire, en soi, je reste persuadée, conscient ou inconscient. C'est là où c'est très important. C'est-à-dire que, si tu fais ton truc tous les jours, on va dire, allez, tu es hyper discipliné, tu fais ton truc tous les jours, mais qu'au fond de toi, tu y crois pas,
Ah, tu pourras y passer 10 ans, hein, ça ne marchera pas et ça, c'est vraiment quelque chose à travailler, à vivre. Moi, je l'ai vu là, le switch, quand j'ai vraiment changé tout mon système de croyances, c'est là où en effet, mais vraiment je manifestais des trucs du jour pour le lendemain, quoi. C'était assez impressionnant. Par contre, j'ai passé 10 ans avant à tout, refaire, en fait. Alors je dis pas qu'il faut 10 ans pour tout, hein, attention. C'est parce que j'avais des croyances très, très ancrées et qu'en plus j'ai découvert ce monde-là assez tard. Donc il a fallu que vraiment je travaille 2 fois plus. Mais le système de croyance est pour moi extrêmement important aussi, à Et quand travailler tu en parles plus de du reste. croyances, remettre ça un peu dans le concret, c'est quoi les croyances limitantes que tu rencontres le plus avec les gens avec qui tu travailles? Alors il Genre y a les grandes beaucoup de catégories, croyances. Il y ouais, en a énormément. Il y en a énormément, mais dans les croyances en tous les cas, que je retrouve le plus, tout ce qui est autour de l'argent. L'argent est en tous les cas dans notre pays, je précise parce que j'ai beaucoup de personnes, aussi à l'étranger et c'est moins focus là-dessus. Mais en France, l'argent est un gros problème, vraiment, et les gens, on sent qu'ils ont envie de bouger là-dessus. On sent qu'ils comprennent en fait, qu'ils s'auto-limitent beaucoup. Mais c'est hyper ancré dans, si tu gagnes de l'argent, tu vas être une mauvaise personne, j'ai beaucoup ça. On va te juger et en fait, non, moi, l'argent ne m'intéresse pas. On a beaucoup ce genre de choses, en fait, qui émergent. Donc il faut tout rebâtir un petit peu autour de ça, mais ce qui s'explique aussi très souvent par notre éducation, hein, ça c'est très logique, mais aussi par la société. C'est pour ça que j'insiste dans ce pays, il y en a peut-être d'autres, hein, bien évidemment, mais en tous les cas, mais c'est véritablement ce qui vient souvent et il y a, beaucoup aussi, tout ce qui est lié au le fait d'être à son compte ou tout du moins, d'incarner ce qui nous plaît vraiment. Et il y a quelque chose de l'ordre aujourd'hui de: «Non mais ça c'est un rêve, heu, je pourrais jamais vivre» et on en revient avec la croyance au niveau de l'argent, hein, «vivre de cette activité-là». Pourquoi? On sait pas, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de: «Non mais ça c'est de l'ordre du rêve, c'est impossible pour moi». Donc bien sûr après tu touches sur l'estime, sur le regard des autres, sur la valeur qu'on se donne, ça va très, très loin. Sur l'image aussi qu'on se renvoie, sur le fait de pas penser être capable de, heu et c'est pour ça que c'est hyper, important et là pour le coup, avec les mémoires akashiques, je vais demander justement quelles sont les croyances les plus limitantes pour la personne, hem, en fonction de son objectif, les croyances inconscientes, je précise. Parce que les conscientes, elles me les j'ai pas besoin d'aller regarder dans les mémoires akashiques, elles me les donnent. Mais les croyances inconscientes, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et très souvent, ce qui est assez étonnant, c'est que bon, on me les donne par le biais d'images, par le biais de mots et cetera et ça crée souvent une réaction de pleurs comme: «Ah oui, en effet, je j'en avais pas conscience, mais c'est ce qui a drivé toute ma vie» et à partir de là, on peut enfin travailler, et rediriger, en fait, l'axe. ouais, donc la première étape, c'est mettre le doigt sur la croyance limitante et une fois qu'on a mis le doigt dessus, il y a déjà peut-être une grosse partie du travail qui a été fait et puis après c'est juste, enfin juste, entre guillemets, «faire attention à pas revenir dans les anciennes habitudes». Ah, il y a plus que ça, c'est qu'il faut, Ouais. réinstaurer une nouvelle croyance. À force de répétition, à force d'action, tu l'as dit très justement, répéter c'est bien, être dans l'action, c'est aussi encore mieux. C'est à un moment donné oser aussi, vraiment, et puis c'est recréer des nouvelles connexions, neuronales. En prépa mentale, on l'étudie beaucoup, hein, ça, c'est vraiment se répéter pendant 5 minutes tous les jours la nouvelle croyance, l'ancrer en soi. Alors moi, je le fais d'une manière un peu plus sympathique avec un système de podcast et de musique parce que sinon je trouve ça très dur, à faire au quotidien. Donc j'essaie de le rendre un peu plus léger et c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il faut seulement entre guillemets 3 mois pour réinstaurer une nouvelle croyance, alors que même si la croyance date d'il y a 30 ans. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapide, que tout le système qui s'est mis en place avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour la plupart des gens, je dirais: «Ah ouais, 3 mois à me répéter ça tous les matins». Oui, mais de toute façon, le temps, il avance. Donc quelque part, autant, mettre 5 minutes par jour avec ta nouvelle croyance pour que véritablement ta vie change aussi derrière. J'aimerais bien refaire la boucle avec, les mondes subtils et c'était hyper intéressant et je pense que c'est très important et en particulier en ce moment. J'ai beaucoup bossé dans tout ce qui était intelligence artificielle. Ça évolue, ça va continuer à évoluer et je crois qu'il y a la question de sens qui va devenir très importante très vite et je crois que avoir une population qui arrive à remettre en question ses croyances, ça pourrait être utile. Et qui arrive à se remettre en alignement, ça va être encore plus utile aujourd'hui
que ce ne fut à l'époque. Mais du coup, pour boucler la boucle avec les mondes subtils, je sais que tu fais ou tu as fait pas mal de soins énergétiques. J'ai tout un tas de questions parce que c'est encore un monde qui, pour moi, enfin voilà, je suis ouvert à la possibilité. J'ai mon cerveau cartésien qui veut encore essayer de comprendre pourquoi, comment, mais comment ça marche. Donc voilà, je serais curieux de partir là-dessus et que tu me parles peut-être de ce que toi tu comprends par soin énergétique. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait que ça aide? Moi, déjà, je dis travail énergétique, tout simplement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je bascule un petit peu sur une composante linguistique qui, pour moi, est important. Alors, en effet, j'ai fait beaucoup de Laoshi, de soins Laoshi, qui est une technique, en effet, de travail énergétique, assez récente où, par un système d'apposition des mains, on refait circuler, ce qu'on va appeler l'énergie du corps. Et quand je fais les mémoires akashiques, il y a aussi un travail énergétique qui se met en place, qui là est totalement différent, mais qui tout du moins bouge des choses ou bougerait, si on veut mettre le conditionnel vu qu'on n'a pas vraiment de preuves, on peut dire ça comme ça, Mmh. des choses d'un point de vue cellulaire et énergétique au point de vue de notre corps. Ça, le corps est aussi fait d'énergie, ça je pense qu'on reviendra pas là-dessus. Ça par contre c'est, scientifiquement connu, hein, qu'on a de l'énergie en ceci étant Et dit, quand tu dis que tu travailles avec les mémoires akashiques, est-ce que c'est toi qui fais ce travail-là ou toi qui facilites le travail qui est fait par quelque chose d'autre sur un autre plan? alors oui, c'est ça, je suis, on va dire, une facilitatrice, j'aime bien ce mot-là, en effet. Il y a forcément ma partie dans le sens où j'ai les images, j'ai les ressentis, je transmets, voilà. Après, en effet, il y a la partie, on va dire, monde subtil qui transmet ces informations-là et surtout, il y a l'énorme partie de la personne en question qui va rejeter, accepter, mettre en place des choses, va profiter de ce qu'on lui a dit pour en faire quelque chose ou pas. C'est, c'est pour tout, hein, en fait, que ça soit dans le coaching, dans les soins énergétiques ou dans la médiumnité, à un moment donné, on reste responsable de sa vie, de ses choix, concrètement parlant. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Le gros du travail et surtout avec la personne, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on fait, pas en mode, solo, solo. On est une équipe, concrètement parlant. Souvent, j'ai des personnes qui me disent: «Oh là là, c'est génial, merci pour tout ce que vous avez fait». Mais je leur dis: «Non mais à un moment donné, pensez à vous féliciter, surtout vous. Parce que si vous n'aviez pas fait le job, concrètement parlant, moi j'aurais insufflé un truc, mais ça serait retombé comme un soufflé et ça n'aurait pas fonctionné». C'est aussi simple, que ça. Ça, faut pas en effet l'oublier, je te remercie de le préciser. Concernant les soins énergétiques, en effet, j'en ai fait beaucoup. Concernant le laoshi, alors qu'est-ce que tu veux savoir concrètement parlant? C'est comment ça se passait? Quelle est ma façon de voir? Comment ça se passe peut-être, d'un côté très pratico-pratique? Donc tu parlais de tes mains qui, enfin je suis très novice, donc c'est je Oui, oui, comprends non, les mais mains vas-y. qui envoient une énergie. Moi je suis curieux de comment est-ce que ça se passe de ton point de vue, de ton côté? Comment est-ce que genre c'est quoi l'énergie qu'on envoie et pourquoi est-ce que ça aiderait la personne? OK. Le fait d'envoyer de l'énergie. Alors, en effet, on a tous et toutes, en fonction des praticiens en technique de soins énergétiques, une manière de fonctionner, différent ou différente, je pense. Je pense qu'il y a déjà quelque chose, on a une technique de base, on va dire ça comme ça. Il y a différents courants, il y a différentes sortes de techniques. Je ne parlerai du coup que, en effet, de ma perception et comment j'ai utilisé. Donc le laoshi, en fait, c'est un système d'apposition, des mains où, en fait, on met nos mains, concrètement parlant, la personne est allongée, elle a les yeux fermés, elle est dans ses ressentis et on met les mains sur certains points clés pour refaire circuler l'énergie. Avec mes perceptions, j'avais les ressentis douloureux de la personne. C'est-à-dire que je savais typiquement où est-ce que ça coinçait d'un point de vue corporel. Ça, c'était au tout début. Donc par exemple, si la personne souffrait de migraine, direct, sans qu'elle m'ait donné l'information, je ressentais en fait ma tête qui me faisait très mal, d'accord? Si par exemple, il y avait des douleurs au niveau de l'utérus, par exemple, pour les femmes, hem, je le ressentais aussi. J'avais pas forcément toujours l'explication, je précise quand même. C'est-à-dire que j'avais juste des fois des ressentis, j'attendais que la douleur passe, si elle passe, c'est OK, si elle passe pas, c'est que ça reste bloqué. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et puis, au fur et à mesure que je pratique, j'ai commencé à avoir des flashs. En plus, ou des images, ou des espèces d'hologrammes et ou des couleurs. Donc les couleurs, ça correspondait concrètement parlant aux couleurs des chakras qui se débloquaient, hein, qu'on voilà, ou qui recirculaient. Bon ça, c'est assez simple à comprendre. Après là où ça a été plus complexe pour moi, c'était les flashs que j'avais de temps en temps. Donc déjà, il fallait que je m'en rappelle parce que ça demande beaucoup d'énergie. J'ai eu des fois des, empreintes un peu de fœtus dans les utérus, donc il fallait que j'aborde quand même le sujet des avortements, des fausses couches et cetera.
ce qui était pas simple non plus au prime abord, mais quand ça apparaissait, il y avait quelque chose de l'ordre de: «On va le transmettre, on va mettre des pincettes, on fait quand même très attention». Mais ça, par contre, ça fonctionnait toujours. C'est-à-dire la plupart du temps, en effet, c'était des choses qui n'avaient pas été digérées. C'est pour ça que je parle d'empreinte. Donc on retravaillait derrière et après, chez moi, souvent, il y avait un effet juste après. En fait, un soin énergétique agit 3 semaines, le temps du renouvellement cellulaire. Après, il peut agir un peu plus dans la matière en fonction de ce que met, la personne en place. Mais d'un point de vue renouvellement cellulaire, pardon, c'est 21 jours. Donc c'est pour ça qu'on dit: «Vous laissez poser 3 semaines». Souvent, c'est ce qu'on dit pour les soins énergétiques. Moi, chez les personnes, en fait, que j'accompagnais là-dessus, dans ce processus-là, il y avait très souvent ce qu'on appelle des crises de guérison. Alors le mot est un petit peu ça fait un peu peur comme ça, mais néanmoins nécessaire des fois. C'est-à-dire pendant 3 jours, le corps, en fait, doublait, triplait les symptômes. C'est-à-dire que la personne était encore plus douloureuse ou vraiment avec un émotionnel très compliqué pendant 3 jours pour ensuite que ça rechute dans quelque chose de beaucoup plus apaisé et de beaucoup plus, vivifiant. Il y avait souvent cette phase-là, en effet, mais qu'on peut retrouver chez les ostéopathes aussi souvent. Le corps qui surréagit, en fait, à un moment donné parce qu'il est en guérison ou en travail, hein, on l'appellera comme on veut aussi, pour ensuite finir de tout lâcher et retrouver en fait une certaine homéostasie, un certain point d'équilibre, tout simplement. Ma question, c'est quel rôle l'effet placebo joue dans ces soins énergétiques? Typiquement, si la personne était pas consciente ou peut-être pas réfractaire, mais en tout cas pas forcément consciente de tout ce qui a été fait, est-ce qu'elle en recevrait quand même les bénéfices? Ou l'aspect conscience de la personne a quand même un rôle à jouer sur, cette guérison? Alors, j'ai pas totalement la réponse à cette question parce que pas assez étudié le phénomène pour ça. Je pense que il est possible, je ne nie pas qu'il y ait peut-être un effet placebo derrière. Néanmoins, heu, chez certaines personnes, j'ai vu complètement l'inverse, dans le sens où je me souviens très bien d'une personne qui était venue me voir, parce qu'elle avait fait un soin Laoshi avec une personne que j'avais formée. Elle avait trouvé ça génialissime, dans le sens où ça lui avait procuré un bien-être incroyable et cetera et cetera. Elle a voulu retenter l'expérience avec moi. Là où je mets un petit point d'honneur aussi, c'est que je lui ai expliqué qu'en fonction des praticiens, vu que nous n'avions pas tous et toutes la même mission, le travail énergétique pour moi ne se place pas au même endroit. C'est-à-dire que personnellement, quand les gens viennent me voir, c'est pas juste: «Je veux du bien-être». C'est ce que je t'expliquais. Ma mission d'âme, c'est d'aller chercher ce qu'on n'a pas envie de voir pour retrouver un alignement total avec son être. Donc c'est inconfortable, Mmh. mais ça sert quand même bien dans la vie. Et donc je lui ai bien précisé. J'ai dit: «Vous n'aurez pas les mêmes réactions qu'avec ma collègue qui a fait ceci parce que nous n'avons pas la même mission d'âme». Et elle me dit: «Non, mais vous inquiétez pas» et cetera. Bref, je fais son soin là aussi. Tu vas voir que ça va répondre à ta question. Je précise. J'arrive sur le dénouement. Et en fait, j'ai eu une seule, chose qui est arrivée, mais j'en souviens très bien, c'était son dos. J'ai eu des douleurs dans le dos, absolument horribles et ça me faisait comme des douleurs de sciatique. Je sais pas si tu as déjà eu une sciatique, mais quand ça fait mal, ça fait sacrément mal et ça me lançait, ça me je n'ai eu que ça. Au final, ça s'est apaisé à la fin, mais c'est l'unique chose qui est ressortie de son soin. Donc je lui ai dit. Elle me dit: «Ah non, c'est pas possible». Parce que ça a été soigné il y a 3 ans déjà. J'ai eu des médicaments, là-dessus, maintenant ça va mieux, j'ai plus aucune douleur. Alors je dis: «J'entends», mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui résistait parce que vraiment c'est: «Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible», bon. On est passé 1 heure là-dessus. Ben je te promets, donc là, l'effet placebo ne peut pas, quelque part, parce qu'en tout cas je Mmh. ne pense pas, parce qu'elle était persuadée de l'inverse, que ce que je lui avais raconté n'était pas possible et envisageable. Et ben, elle a passé 3 jours, clouée au lit. Mais quand je te dis clouée au lit, c'est-à-dire que le lendemain, sa sciatique a relancé à fond les ballons. Évidemment, parce qu'elle n'avait pas été totalement soignée. Je pense qu'elle était un peu endormie. Hein, ça arrive, hein, le corps qui s'endort parce qu'il a d'autres choses à gérer. Mais en fait, la douleur est toujours là. Elle est juste endormie. Donc là, ça lui avait vraiment réveillé sa douleur. Elle a passé 3 jours, au lit, concrètement parlant. Et maintenant, par contre, elle va beaucoup mieux, évidemment, et ça s'est résorbé, tout de suite après, hein. C'est ce qui s'appelle 3 jours de crise de guérison pour, finir de, on va dire, heu, stopper, en fait, la douleur d'une manière beaucoup plus, prolongée dans le temps. Donc pour moi, là, tu vois, je te fais un peu une démonstration par l'exemple, mais
Là, on peut pas parler non plus d'effet placebo puisque, elle était en plus dans le rejet de ce que je lui avais dit. Donc ça aurait peut-être même plutôt fait l'inverse. J'ai même été étonnée d'ailleurs que, je pensais qu'elle se bloquerait complètement et que du coup, bah, le soin ne lui ferait rien, concrètement parlant, parce qu'elle était dans le Mmh. rejet de ça. Et en fait, bah, non, son corps l'a forcée à le faire prendre conscience de quelque chose parce qu'elle devait être prête certainement à l'entendre. Je pense que son corps avait besoin de lui faire entendre quelque chose. Et ensuite pour, terminer sur un système, on va dire de soins et de travail conséquent et qui perdure, du coup dans le temps. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant et une des questions que je me pose et quand j'en discute avec, mes amis, des questions que eux se posent aussi, c'est pour qui enfin qui est, bonne audience pour ce type de soins? Est-ce que tu recommandes à tout le monde? Est-ce que tu recommandes à des gens qui ont un certain type de douleur? Alors tout le monde non, c'est-à-dire que personnellement ça m'est déjà arrivé de refuser, certaines personnes. Toutes les personnes, qui ont une, pathologie mentale assez grave, genre schizophrénie et cetera, je refuse, systématiquement. Les enfants, on fait très attention. Les mémoires akashiques, par exemple, c'est interdit aux enfants, beaucoup trop, puissant énergétiquement pour qu'ils puissent le gérer correctement. Public aussi averti, c'est-à-dire que, en tous les cas, avec le travail que j'effectue les gens, c'est pas juste, «Viens, on va voir Adeline en mode curiosité». Non, ça bouge vraiment des choses, ça réveille des choses. Il faut être capable de le gérer aussi, concrètement parlant. Donc des fois même je conseille, hein, de prendre un psychologue à côté si c'est trop compliqué, à gérer. Donc j'ai des recommandations, c'est hyper important et je trouve ça très, très soutenant parce qu'il y a des fois, il y a certaines pratiques, notamment je pense alors moi je les pratique pas mais je l'ai vécu et d'autres personnes aussi. Il y a des pratiques comme les constellations familiales, qui sont très efficaces, hein, je dis pas le contraire. Mais qui par contre, j'ai découvert, en tous les cas, je pense avoir, vu ça, dans les constellations familiales. Je pense, que ça réouvre des mémoires traumatiques. Il faut savoir que quand on réouvre des mémoires traumatiques chez les gens, c'est-à-dire des pour recontextualiser, une mémoire traumatique est donc un souvenir qui n'a pas été traité dans le côté justement souvenir. C'est-à-dire que c'est un trauma qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été digéré. Donc quand on rouvre la porte des mémoires traumatiques, si on ne referme pas la porte derrière, ça peut provoquer malheureusement, un état psychologique qui se dégrade. Je l'ai vécu, c'est pour ça que je le dis et il a fallu que je passe par la case psychologue pour refermer la porte, en fait, de ces mémoires traumatiques-là et donc du coup, me sentir mieux. Et ça, je pense qu'on n'est pas suffisamment averti et je pense qu'il y a pas assez de formation autour de ça et parce que, véritablement, il y a des vrais dangers, notamment là-dessus. Je dis pas que c'est pas efficace, c'est super efficace, vraiment. Mais on a toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté, souvent en tous les cas, qui va remettre en effet quelque chose de beaucoup plus psychologique, derrière. C'est très, très important en tous les cas, à mon sens. Donc si, parce que sinon en fait, j'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes qui vont tourner en boucle sur ces mémoires-là, qui vont aller mieux pendant un petit temps, puis qui vont replonger avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et qui vont en fait, ça va rentrer dans un cercle vicieux. Ils vont avoir l'impression qu'en refaisant des systèmes de soins énergétiques tels qu'ils soient, ils vont aller mieux et en fait, ça tourne toujours autour du pot. Alors que juste, il y a besoin de: «OK, tu as été libéré ça et bien maintenant, tu vas aller voir un professionnel de santé qui va te permettre de refermer ce truc-là et de terminer de le digérer» et je pense moi, je rêve d'un monde vraiment ça commence à venir, hein, mais c'est pas encore totalement le cas, d'un monde où en effet, on travaille main dans la main avec, les psychologues, les professionnels de la santé mentale et cetera, pour justement, arriver à des états d'équilibre chez les personnes qui seraient beaucoup plus efficaces, à mon sens, véritablement. Donc c'est pas à tout le monde, c'est un public quand même averti, un public qui a conscience que si jamais il y a besoin, il faut se faire accompagner par un professionnel de santé mentale, c'est hyper important. Ou physique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la santé mentale parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour ça, mais on n'oublie pas non plus qu'il y a le rôle des médecins, des hôpitaux. Bon bref, hein, je refais pas toute la panoplie de tout ce qu'on connaît. C'est Mmh. hyper important, vraiment. Et puis les enfants, s'il vous plaît, oui, on fait très attention. Enfants, adolescents, on fait très attention, évidemment, parce qu'il y a des systèmes de travail qui ne sont pas du tout adaptés aux enfants, bien évidemment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec des gens, sceptiques, qui y croyaient pas forcément, mais qui étaient curieux et qui étaient prêts à recevoir ce qui allait ressortir? Ou, ce scepticisme vient bloquer quelque chose, de ton côté ou de leur côté? Alors, non, non, ce sont des personnalités d'ailleurs que j'adore souvent, parce que
ils vont pas, ils vont pas te brosser dans le sens du poil. Donc c'est-à-dire que vraiment s'ils ont quelque chose à te dire, j'aime bien être confrontée à ces personnes-là parce que justement, là, on va vraiment expérimenter, le cœur en fait, de ce qu'est le monde invisible, hein. On n'a rien à quoi se raccrocher, donc on va l'expérimenter justement. Donc j'en ai pas eu tant que ça, mais j'en ai eu quand même quelques-uns. Beaucoup des hommes, souvent, mais ça se passe toujours très, très bien. C'est-à-dire que bon déjà à la fin ils sont quand même, plutôt convaincus. Ils voient des effets et le fait qu'ils soient là, ça veut dire qu'ils sont pas totalement fermés. Les gens qui sont très fermés, ils m'appellent même pas, ils viennent même pas me voir ou alors ils m'insultent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est à peu près ça qui arrive. Ceux qui par contre ont des doutes, sont sceptiques et encore heureux, j'ai envie de dire et on est quand même dans un monde où il faut avoir des doutes et être sceptique, hein. C'est ce qui fait qu'on construit aussi son système de connaissances, hein et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance et qu'on croit pas tout et n'importe quoi non plus. En général, ça se passe plutôt, très, très bien. Évidemment, ce serait mentir que de dire: «Ça me met pas une dose de stress supplémentaire», hein, c'est logique. Parce que direct, quand on est un peu catalogué: «Ouh là là, je vais vous tester, on va voir si, vous racontez pas n'importe quoi». Évidemment, il y a des fois, ça nous fait perdre un peu nos moyens, c'est logique. Donc il faut vraiment se recentrer et d'où l'importance aussi de bien travailler sur soi pour rester bien d'équerre, en fait, avec, nous, ce qu'on ressent. On va bientôt terminer l'échange, mais qu'est-ce que toi, tu as appris au cours des différentes années pour justement rester ancré et peut-être arriver à mettre du détachement aussi avec tout ce que tu perçois et ce que tu ressens au travers de ta pratique? Parce que ce que je crois comprendre, c'est que c'est très viscéral, genre tu ressens la douleur dans le dos, tu ressens la douleur à la tête. Ça doit être, et j'imagine qu'il y a aussi tout un tas de ressentis émotionnels que tu perçois aussi. Ça doit être compliqué à la longue. Qu'est-ce que toi, tu as appris pour arriver à mettre de la distance et rester bien ancré? La première chose, le sport, ça, c'est essentiel. Vraiment, ça me réancre, complètement. Ensuite, l'apprentissage. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais vu que j'adore apprendre, ça me réancre quelque part, dans la matière et ça me permet de refaire focus sur d'autres choses. Et puis après, il y a aussi tout un système de limites, à mettre avec, les gens, parce que sinon on se fait vite envahir. C'est pas de leur responsabilité, hein, je précise bien, c'est juste qu'à un moment donné, quand on n'arrive pas à couper, quand on n'arrive pas à mettre un peu de distance, quand on n'arrive pas à dire: «Stop, là je ne réponds pas, là je réponds» et cetera et mettre un emploi du temps bien cadrant, quelque part, on se fait Mmh. très vite envahir, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance et c'est normal, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'appui, mais on n'est pas là que pour ça. Donc ça, c'est hyper important à comprendre et à bien mettre des limites, même sur les horaires. C'est on est très vite envahi, partout, hein, entre Instagram, Facebook, WhatsApp et compagnie. Ça va très, très vite quand on brasse un peu de monde. Ça, c'est vraiment pour moi, les 3 sont des vecteurs, extrêmement importants, en effet, pour rester bien, ancré et puis, il y a autre chose qui peut paraître aussi un peu basique, mais je suis aussi une entrepreneuse. Ce qui fait que du coup, mon l'entrepreneuriat, c'est aussi une passion, dont je m'intéresse aussi énormément à tout ça. Et comme je suis d'ailleurs très curieuse, je m'intéresse aussi à plein de choses très terre à terre. Parce que du coup, pour me réancrer, en fait, bah, je me refais focus sur tout ce qui m'intéresse, sur les bouquins qui m'intéressent, sur, les apprentissages qui m'intéressent, ou bien sur des émissions, sur l'entrepreneuriat, que j'adore et qui m'animent aussi, profondément. Super Adéline, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On a appris plein de trucs. Tu arrives à bien jongler les mondes subtils, mais aussi le monde réel, ce qui peut parler à beaucoup de gens qui ont peut-être comme moi un esprit un peu plus cartésien. Donc j'ai trouvé ça génial. Il y a trois petites questions, enfin des petites questions que je pose toujours à mes invités à la fin d'une interview. La première, c'est qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Ah là là, pas facile comme question. Je vais essayer de la résumer. Vivre une vie épanouie pour moi, c'est vivre une vie, bah, pleinement alignée avec soi, avec, ses intuitions profondes, avec qui on a envie d'être, avec, les endroits où on a envie d'être. C'est vraiment s'écouter et aller là où notre cœur nous guide. Et si tu avais un conseil à donner à la Adéline de 20 ans, lequel serait-il? Alors, Adéline, il y a 20 ans, je me remets quand j'avais 20 ans, c'est de m'amuser plus. C'est vrai que je crois que je me suis pas assez amusée, quand j'étais plus jeune. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, je m'en rends compte, que j'étais trop avec les responsabilités, donc ce serait vraiment, lâche-toi la grappe et amuse-toi. J'étais trop sérieuse. Je crois que ça a un retour et en tout cas un apprentissage qui peut parler à pas mal. Et enfin, où est-ce que les gens pourraient en apprendre plus sur toi, ton travail et tout ce que tu as partagé jusqu'à aujourd'hui? Alors il y a mon Instagram, qui est avec mon prénom et mon nom, donc on me retrouve, très facilement, où je partage beaucoup de choses. Je partage beaucoup de choses que j'incarne et je donne, je pense, beaucoup de conseils, aussi. Il y a sur mon site internet, bien évidemment, lilorev.com et c'est déjà pas mal. Je pense que c'est les 2 médias, principaux.
Et j'ai également, si certains le souhaitent, mon dernier livre. Là, je suis en train d'écrire encore un autre livre, mais mon dernier livre qui a déjà 2 ans. L'univers a bien fait son job où, bah, on en apprend, pas mal quand même sur toutes ces facultés et comment justement j'ai jonglé un petit peu avec tout ça et j'espère avec beaucoup d'émotion et d'humour. Super. Bah, écoute, je vais mettre tout ça en description de la vidéo comme à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir été parmi Avec nous plaisir, aujourd'hui et d'avoir partagé tous ces apprentissages hyper intéressants. avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Pour continuer l'aventure, ça se passe juste ici. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça aide vraiment.